Bonjour Olivier, est-ce que vous Bonjour pouvez Christine. donner quelques éléments de votre cheminement qui vous amène à ce que vous faites aujourd'hui? Alors, je vais essayer de résumer 45 années, oui. Moi j'ai une formation d'ingénieur au départ, en traitement du signal. Et finalement la technologie froide et brute m'a un petit peu frustré. Et j'ai bifurqué après en doctorat de sciences cognitives. Parce que justement ce qui m'intéressait c'était les liens entre la technologie et le biologique, voire l'humain. Et j'ai fait une thèse sur le chaos neuronal avec un nouveau modèle de mémoire simulé sur ordinateur. Voilà. Donc on va dire que depuis bien longtemps, il y a cette envie de comprendre par la science le fonctionnement du biologique. Et ce qui m'a amené naturellement à me rapprocher, même pendant ma thèse, en effet, du mouvement transhumaniste. Donc dans cette rubrique Quel avenir pour l'humanité, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire un peu le panorama des évolutions, des technos, de ce futur qui crépite? Ça risque d'être long parce qu'il y en a beaucoup de futurs qui se préparent. Le futur est... il y a beaucoup, oui, il y a énormément de futurs qui se préparent actuellement. On va peut-être balayer l'ensemble des domaines, que ce soit dans le domaine biologique, dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique. Souvent, dans le domaine transhumaniste, on classe en 4 axes: les nanos, les bio, les infos et les cognos. Nano, c'est les nanotechnologies, c'est travailler au niveau de la matière, au niveau du plus petit. Et aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites sur ce qu'on appelle des nanorobots, qui pourraient par exemple être injectés dans le corps humain pour pouvoir le réparer au niveau de la cellule. Et c'est vrai que sur l'histoire des technologies, on voit que tout devient plus petit, plus précis, va plus loin dans le corps et même dans la matière. Et donc on pourrait imaginer ces petits robots. On peut aussi imaginer de la matière qui se transforme. Aujourd'hui, c'est par des rouages, mais demain, c'est peut-être la matière elle-même qui va se transformer. Peut-être que je pourrais faire apparaître un verre dans ma table. On peut imaginer ça. Le bio, bah, c'est la connaissance du bio. Qu'est-ce que c'est que le vivant, finalement? Est-ce que c'est vraiment une propriété qu'on ne peut pas comprendre, ou est-ce que la science permet de se dire voilà comment fonctionne le vivant, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, est-ce qu'on peut progresser dans cette connaissance-là, qu'est-ce que serait que vivre plus longtemps, en bonne santé. L'éternité, on n'y croit pas trop parce que ça peut... c'est un peu ambitieux, on va dire. Ça va durer longtemps surtout. Oui, surtout vers la fin, comme disait Pierre Dac. Et donc ça, ce sera pour la partie du bio, définir ce qu'est le vivant et le fonctionnement du vivant. Le info, c'est tout ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire tout le tissage que l'on fait actuellement en réseau, cette sorte de cerveau planétaire qui se met en place entre les ordinateurs, cette capacité à communiquer instantanément, à échanger des informations, à la diffuser, à la partager, à la commenter. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses en même temps. C'est à la fois les réseaux qui sont interconnectés et les humains qui alimentent les ordinateurs. Mais il faut raisonner dans tous ces cas-là, et pas que cette segmentation, il faut la dépenser, ça l'a dépassé. Il faut vraiment raisonner en systèmes qui s'interpénètrent les uns les autres. Ce qu'on appelle cette révolution NBIC interviendra justement parce que une découverte dans un domaine va nourrir les autres et va faire passer des caps. Donc l'informatique aujourd'hui, on le voit, elle progresse à une vitesse phénoménale avec cette loi de Moore, le doublement de la puissance tous les ans. Et aujourd'hui, Google par exemple vient d'acquérir un ordinateur qui s'appelle le D-Wave, qui est un ordinateur quantique. Et la force de l'ordinateur quantique, c'est qu'il effectue tous ses calculs en parallèle. Donc au lieu de faire 1000 calculs en 1000 espaces de temps, il va faire 1000 calculs en un espace de temps. Et ça, c'est une force extraordinaire, et ça ouvre des champs d'analyse et de calcul absolument phénoménaux, qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et le cogno, eh bien le cogno, c'est tout simplement le cognitif. Qu'est-ce que c'est que le cerveau? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que cette spécificité je vais pas dire humaine, mais du biologique, de se représenter le monde, de penser, de mémoriser, de créer.
Et là aussi, la science se permet de comprendre ces mécanismes-là. Et est-ce qu'on peut améliorer la mémoire? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'on peut réparer un cerveau? Est-ce qu'on peut faire communiquer des cerveaux les uns avec les autres? Enfin voilà, donc dans ces 4 champs-là, on imagine bien que, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, mais que si les découvertes progressent, il y aura en effet des fusions entre les découvertes et ce qu'on peut appeler des grands bouleversements par une grande découverte, comme il y a déjà eu dans l'histoire jusqu'à présent. Ces grandes découvertes, on n'en prend plus conscience aujourd'hui parce qu'elles ont été intégrées, elles sont naturelles. Mais j'ai envie de dire, au niveau cogno, le premier cerveau qui a mis un nom, ou l'ensemble des cerveaux qui ont mis un nom aux choses, qui ont inventé le langage et qui ont permis aux gens d'échanger des états mentaux individuels pour parler du réel et de se représenter, c'est une révolution extraordinaire et qui apparaît aujourd'hui chez certains animaux. Donc cette révolution-là, il y a vraiment un avant et un après. La capacité réflexive, en fait. Exactement. L'émergence visible de la conscience. Exactement. Ensuite, l'apparition de l'écriture, c'est-à-dire d'externaliser la pensée, de se la représenter sur un objet inerte. C'est une révolution phénoménale, parce que dans ce cas-là, je n'ai plus besoin du vivant pour pouvoir faire passer une idée. Donc l'idée peut être dupliquée, peut être propagée, peut être partagée entre les gens, et il y a un avant et un après dans cette civilisation-là. Donc tout ça, ça se voit, et on pourrait remonter encore plus loin. Alors, nous n'y étions pas, mais la première cellule qui a eu l'idée, alors ça s'est pas passé comme ça, mais de s'associer à une autre en disant on fait équipe et on fait un corps, c'est quand même extraordinaire. On pourrait supposer que peut-être il y a là, puisque dans la formulation que vous faites qu'il y a eu idée, on peut imaginer qu'il y a un début de conscience là, d'intention et de créativité. Enfin, il y a quelque chose. Alors il faudrait définir justement ce terme de conscience, et dans le champ des sciences cognitives, il y a des recherches qui sont faites là-dessus, et je vais résumer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les sciences cognitives considèrent que la conscience est un état de la matière, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'imaginer autre chose. Puis même s'il y avait autre chose, il faudrait l'intégrer dans notre connaissance pour pouvoir en faire un objet d'étude. Donc, de toute façon, la conscience peut être étudiée. Il faut arrêter de la mettre dans quelque chose qu'on ne connaît pas, un peu de transcendant en disant on n'y touche pas, une sorte de bulle de verre inaccessible. On peut tout à fait ouvrir cette bulle, l'interpréter déjà dans ses mécanismes, l'étudier, l'analyser, la simuler. Et donc les recherches actuelles tendent à montrer que c'est tout simplement une propriété de notre univers, de nos systèmes, et qu'elle est dans un continuum. On n'est pas dans pensant, non pensant, vivant, non vivant, noir, blanc. À chaque fois que la science avance, j'ai envie de dire, elle décloisonne. Et le conscient, non conscient, il a été décloisonné, parce qu'à une époque, on pensait qu'il y avait seul l'homme blanc catholique qui avait sa conscience, et finalement, on se rend compte que ça va bien au-delà. Même les femmes blanches. Même les femmes blanches, c'est dire. D'autres couleurs. Exactement, c'est dire s'il y a eu des révolutions dans notre culture. Ben, cette révolution continue, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un continuum, et que on va du non-conscient au conscient, de façon continue, de l'un à l'autre, et qu'une plante verte, elle a 1 degré de conscience, elle se représente, on arrive à voir par exemple la douleur dans une plante verte, à mesurer des signaux électriques dessus. J'ai envie de dire que le galet aussi, alors j'exagère un peu, je pousse la caricature jusqu'au bout, mais le galet, le simple fait d'être là, manifeste son existence dans le réel. Il va pas rêver, je vais pas échanger avec lui, je voudrais pas qu'on me fasse dire des choses que je n'ai pas dites. En même temps, peut-être qu'on n'a juste pas les clés, on n'en sait rien. On n'a pas les clés. Et ça, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on peut considérer que cette conscience est un objet de curiosité, et donc qu'on peut approcher ce sujet-là par nos connaissances. Si on prend ce point de vue-là, et les sciences justement convergent vers ça, on peut considérer que ce continuum va continuer à évoluer. Et aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites par Francis Heiligen, par exemple, sur la notion de global brain. Et le global brain, c'est de se dire, est-ce que nous tous, en tant qu'humains, on n'est pas en train de tisser une nouvelle forme de réseau, communiquant les uns avec les autres, dans lequel on trouve des mécanismes qui sont similaires à ceux qui se passent dans le vrai cerveau. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de métaconscience au niveau planétaire qui apparaîtrait entre les humains ? Pourquoi pas ?
là encore, on va s'attendre à quelque chose d'absolument magique. On voudrait que le ciel se transforme, devienne tout mauve et que cette métaconscience vienne nous parler. En réalité, elle commence à apparaître dans les simples mécanismes de buzz qui sont comme des épilepsies dans des groupes, dans l'intelligence collective qui apparaît dans un moteur de recherche comme Google, qui arrive à agréger tous les comportements individuels pour dire ça, c'est le plus pertinent pour vous, et ainsi de suite. Cette métaconscience, ça ne va pas être quelque chose de mystique. C'est quelque chose qui va devenir aussi naturel que l'écriture, qui a été une révolution précédente, et ainsi de suite. En évoquant la notion de moteur de recherche et d'algorithme et de manière de traiter l'information, je pense que certaines personnes peuvent craindre une manipulation parce qu'il peut y avoir un traitement de l'information, mais on va être dans un traitement entre guillemets pour simplifier statistique, où on va prendre les plus grandes tendances et en faire quelque chose et en déduire une information et amener le consommateur à quelque chose. Mais du coup, le reproche qui peut être fait par certains, c'est de dire on perd dans notre libre arbitre, dans le fait qu'on aurait peut-être fait d'autres choix, d'autres sélections, et que là, on est quand même très orienté, soit à vocation de consommation, soit autre chose. Mais il y a une orientation des informations que nous donnons. Alors c'est très dur d'intégrer la notion de libre arbitre dedans parce que malheureusement, chaque choix qu'on fait, on ne peut en faire qu'un au moment où on le fait. Donc là, on va rentrer dans les champs philosophiques un petit peu plus compliqués. Mais en tout cas, sur le point d'être influencé dans ses choix justement par ces systèmes-là, oui, il faut être clairement vigilant. Dès lors que c'est centralisé, dès lors que toutes nos informations sont mises en un seul lieu, il faut être vigilant à l'utilisation qui est faite de ces informations-là. On le voit aujourd'hui sur un Facebook, par exemple sur un Facebook, c'est devenu un système d'information sur les nouvelles. Parce qu'il y a une forme de mécanisme addictif de suivre plus les nouvelles de ceux auxquels on est lié. Et donc on fabrique comme ça des clusters d'informations où les gens sont tous d'accord ensemble. Voilà. Et ça crée des sortes d'amplification de l'opinion locale. Alors oui, il faut être vigilant à ça, et c'est pour ça que... mais après, ça c'est un point de vue personnel. Moi, je considère que la technologie doit servir à la diversité. Elle doit permettre à chacun d'exercer sa spécificité dans un domaine. Par exemple, dans la musique, avant, il fallait avoir un instrument. Aujourd'hui, avec un petit ordinateur ou un iPhone, on peut en créer. Donc, quelque part, ça peut ouvrir cette diversité-là. Et puis après, il y a un autre mécanisme qui se passe avec ces moteurs de recherche, c'est que j'ai envie de dire, l'histoire humaine nous montre que chaque fois que l'homme a essayé de tout contrôler et tout centraliser, ça lui a sauté à la gueule. J'ai pas d'autre terme. Donc pendant un moment, ça se passe comme ça. Et puis, il y a un scandale, il y a une mauvaise utilisation qui est faite, qui fait que les gens redeviennent vigilants. C'est un petit peu en train de se passer. Le vivant est dans la biodiversité. Mais donc, très clairement. Et ce qui est paradoxal, c'est que nous, êtres humains, qui sommes donc un morceau du vivant, on passe notre temps justement à faire ces conglomérats, à centraliser. Ça nous rassure. Ah ben voilà, donc ça touche un autre sujet. C'est la peur fondamentale de l'humain, clairement. L'être humain se demande ce qu'il fait là, depuis l'origine. Donc, il s'est inventé ses idoles, il s'est inventé des raisons externes, il a trouvé que ça fonctionnait pas mal de s'inventer des idoles, puisqu'on pouvait, une fois que, comme l'idole n'avait pas de réalité, on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait, donc on pouvait utiliser ce mécanisme pour faire du contrôle collectif. Bien sûr, ça marche. En plus, le cerveau, il fonctionne comme ça. Le cerveau est en état de croyance permanent. Par exemple, si on regarde des chats, c'est plein de perceptions différentes. Je vais pas le voir au même endroit dans mon champ de regard, je vais pas le voir de la même façon, même mon propre chat. Et pourtant, je vais agréger toutes ces sensations-là en une seule. Je crois que c'est un chat parce que toutes ces sensations-là sont les mêmes et font un seul concept. Mais le concept de chat, il n'existe pas.